Alors aujourd'hui, qui pour incarner la relève? Nivine, vous nous avez rejoint. Qui sont les figures de l'opposition qui peuvent prétendre prendre la relève de Navalny? Eh bien, il y a d'abord Boris Nadjin, 60 ans, c'est un homme politique. Il était le seul candidat à la prochaine élection présidentielle à s'être ouvertement déclaré contre la guerre en Ukraine. Mais sa candidature a été rejetée par la commission électorale il y a quelques semaines seulement pour irrégularité dans les 100 000 signatures à obtenir pour pouvoir se présenter. Après la mort de Navalny, il avait écrit un texte dans lequel il avait promis de tout faire pour réaliser le rêve d'Alexeï, mais également de millions de Russes, faire justement de la Russie un État libre et pacifique. Une aspiration qui est également partagée par Mikhail Khodorkovsky, qui est un ancien oligarque condamné à 10 ans de prison en Sibérie pour escroquerie à grande échelle et évasion fiscale, contraint à l'exil. Il vit aujourd'hui à Londres où il a notamment fondé Open Russia, qui est une organisation pro-démocratique qui vise à aider les opposants justement au régime de Vladimir Poutine pour qu'ils puissent notamment quitter le pays. Autre figure de l'opposition, l'ancien maire d'Ekaterinbourg, qui est un fervent opposant à la guerre en Ukraine. Lui aussi, en juillet 2022, il avait publié une très longue vidéo sur YouTube dans laquelle il critiquait l'armée. Ça lui avait valu une amende, mais surtout l'interdiction de publier et d'utiliser Internet. Enfin, dernier opposant à Vladimir Poutine, Dimitri Roudanov, qui est un ancien prix Nobel de la paix, rédacteur en chef du journal d'opposition Novaya Gazeta. Il est aujourd'hui sur la liste des agents de l'étranger pour avoir tout simplement diffusé des opinions négatives à l'égard de la Russie. Il a été contraint lui aussi de s'exiler pour pouvoir s'exprimer librement. Nivine, il y a d'autres figures de l'opposition, mais qui, elles, sont emprisonnées. Exactement. Alors, il y en a évidemment des dizaines. Nous avons décidé de nous arrêter sur 3 d'entre elles. Oleg Orlov, Vladimir Kara-Murza et enfin Lilia Yachvili. Alors d'abord, dernière condamnation en date, j'ai envie de dire, c'est Oleg Orlov. Lui aussi, c'est un prix Nobel de la paix. Il a été condamné en tout début de semaine à 2 ans et demi de prison pour dénonciation répétée de l'invasion russe en Ukraine. Il a 70 ans. Il a été donc condamné à une peine relativement clémente comparée aux 2 hommes, notamment Vladimir Kara-Murza. C'est un ancien journaliste. Lui est derrière les barreaux depuis maintenant 1 an déjà, condamné à une peine de 25 ans de prison, l'une des peines les plus lourdes en Russie actuellement, condamné notamment pour haute trahison, diffusion de fausses informations, travail illégal pour une organisation indésirable. Depuis la mort d'Alexeï Navalny, sa femme s'est exprimée. Elle a expliqué notamment qu'elle craignait pour sa vie, craignait que son mari, lui aussi, soit tué en prison. Enfin, dernier opposant, lui aussi emprisonné, Lilia Yachvili, condamné à 8 ans et demi de prison pour diffusion de fausses informations sur l'armée. Il avait notamment été arrêté en juin dernier pour avoir dénoncé le meurtre de civils dans la ville de Boutcha. Et puis enfin, comment ne pas évoquer Yulia Navalnaya parmi les figures de l'opposition en Russie actuellement, parce que, évidemment, bien que libre, elle a promis de continuer le combat de son mari pour une Russie libre. Elle aussi, elle est exilée à l'étranger. Aux États-Unis. Merci beaucoup, Nivine, pour ces portraits. Alexandre Négrus, qui peut incarner la relève, même si vous avez dit que vous étiez malheureusement très pessimiste sur la possibilité de voir surgir une figure qui pourrait s'opposer à Poutine? Alors, bon, la présentation qui a précédé le démontre. Encore faut-il pouvoir se présenter. Et c'est compliqué de le faire quand on est à l'étranger. Organiser une opposition depuis l'étranger, c'est toujours extrêmement complexe. C'est compliqué de le faire quand on est emprisonné. Puis, on l'a vu encore, le dernier en date, avec la mort de Navalny, il y a aussi un nombre d'opposants qui sont assassinés. Bientôt, Vladimir Poutine va très probablement être réélu. Et je crains, encore un autre facteur de pessimisme, qu'après son élection, il y ait une vague de purge. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des personnes qui peuvent manifester,
il y a un contrôle relatif, il y a une présence policière, mais le régime de Poutine surveille de près. Et il va y avoir, à mon avis, et c'est inquiétant, une vague de purge de différents opposants, de différents acteurs de la société civile, peut-être même des personnes qui pourraient être ciblées à l'étranger. En tout état de cause, Vladimir Poutine va continuer de chercher à faire peur. Et enfin, une opposition, ça se finance, ça s'organise, et pour toutes ces raisons, c'est extrêmement compliqué. Alexandre Lavute, en tant que militant exilé en Russie, est-ce que c'est aussi votre crainte que la réélection de Poutine soit suivie par une purge? Et on imagine que peut-être les noms, les visages de ceux qui osent aujourd'hui rendre hommage à Navalny sont déjà répertoriés. Oui, je crains aussi, j'aime bien votre remarque, très probablement réélu, parce que oui, bien sûr, il sera réélu malheureusement. Et après ces élections, je crois que bien sûr, il y aura une vague énorme de répression, parce que Navalny, c'était un symbole aussi d'une Russie où quelque chose est possible. C'est-à-dire que où on peut encore critiquer Poutine, où on peut le faire avec les euphémismes, où on peut faire quelque chose. Là, après sa mort, c'est aussi symbolique pour Poutine, parce qu'il montre qu'aucune opposition n'est possible, et toute opposition à lui sera effacée. Et on voit bien aussi avec Oleg Orlov, qui a travaillé encore dans les années 80 avec mon arrière-grand-père, qui était dissident soviétique, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans. Je veux dire qu'on ne touchait pas aux dissidents soviétiques, quand même. C'était un terrain qu'on a oppressé, qu'on a persécuté, qu'on a liquidé l'organisation mémoriale, machin. Mais d'emprisonner quelqu'un qui a 70 ans, et qui est un dissident soviétique très connu à l'Occident, qui était l'un de ceux qui ont pris le prix Nobel de la paix de 2022. Et ça, c'est atroce, c'est vraiment une nouvelle étape. Et aussi, je crains que après ces élections, Poutine va annoncer une nouvelle mobilisation. Parce que, comme on l'a vu cette semaine, où l'Ukraine a affirmé que, en fait, il craint que l'attaque de la Russie en été, cette année, peut être décisif. Et ils peuvent aller très loin en Ukraine. Je pense que Poutine, il a besoin de nouveaux réserves et il a besoin des gens, parce que il a annoncé avec son quand il s'est adressé aux élites, à la nomenclature, et là en fait son discours il était construit sur l'idée qu'il y en a une guerre infinie. C'est une guerre éternelle qui va continuer jusqu'au moment où on soit tous morts. Donc effectivement, je pense qu'on est sur une nouvelle étape, et cette étape est terrible. Et justement, ça va exactement dans le sens, malheureusement, de ce que vous nous dites ce soir. On vient d'apprendre que le vice-président du parti d'opposition Yabloko, Morev, a été arrêté après avoir assisté aux funérailles d'Alexei Navalny. De plus, on l'a pris, il était au métro, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le train, et la police a arrêté le train, l'a pris du wagon de métro, et puis l'a arrêté. Oui, effectivement, Andrei Morev, qui est le vice-président de Yabloko du Moscou, oui, il était arrêté. On a vu déjà plusieurs arrestations après la cérémonie, et je pense que ça va s'élargir. Et je pense qu'ils vont utiliser la même tactique qu'ils utilisaient en avril 2021, quand il y avait des manifestations pour Navalny. Ils n'ont arrêté personne. Mais puis, après que les images soient diffusées et tout était bien, ils sont allés dans les maisons, dans les appartements de ceux qui ont été enregistrés par les caméras de surveillance. Et voilà.
Et ce qui est sûrement en train de se passer, là, derrière les personnes qui viennent rendre hommage à Navalny, il y a la mère d'Alexeï Navalny vêtue de noir qui fait face au cercueil de son fils qui a été enseveli. Général, on se demandait qui pouvait prendre la relève. Nivine nous a parlé de certains visages, mais quand on voit qu'un opposant a été arrêté il y a quelques minutes pour avoir assisté aux funérailles de Navalny, on se dit que ça va être très compliqué. Je dirais d'abord, il y a deux pôles à identifier. Il y a le pôle de résistance intérieure et le pôle d'existence extérieure. Manifestement, intérieurement, à l'intérieur de la Russie, ça ne va pas être facile pour qu'une opposition existe. C'est clair. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'on doit abandonner toute idée d'opposition? Et on revient quand même à l'extérieur des frontières. Et la question que j'évoquais tout à l'heure rapidement, mais c'est juste comme ça, un gouvernement provisoire russe, quand même, moi, me parlerait. Parce qu'au moins, ça voudrait dire que tous les dissidents russes hors de Russie se sont au moins rencontrés, se sont mis d'accord sur un programme, qui va les représenter, peut-être pas tout de suite avec un chef, comme dirait l'autre, mais une coordination qui exprimerait une vision commune de l'avenir de la Russie, qui aurait l'écoute des différents États, différents gouvernements, qui pourraient être aidés par tel ou tel gouvernement ou telle organisation, et au moins, même nous, citoyens lambda en France, on comprendrait peut-être un peu mieux ce qui se passe. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Rien. On a des voix discordantes, avec des têtes qu'on voit par-ci, par-là, mais finalement, chacun tire un peu la couverture à soi, avec de bonnes causes. Pour une bonne cause, oui, c'est une bonne raison. Mais le problème, c'est que l'union fait la force. Et on pourrait s'étonner de ne pas voir émerger au bout de tant d'années, et surtout avec la crise que vit l'Ukraine face à la Russie aujourd'hui, un vrai mouvement politique d'opposition, qui ne veut pas dire gauche-droite, mais un mouvement politique au sens prendre la succession ou préparer une succession de Poutine, inciter le peuple russe éventuellement à prendre position, lui montrer qu'à l'extérieur, il existe une voie politique, et donc rassurer l'intérieur, et donc inciter à une certaine forme de dissidence, peut-être plus souple, plus discrète, mais sachant qu'à l'extérieur, il y a une écoute. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute extérieure. Alors, nous savons tous que ce n'est pas de l'extérieur que la Russie changera. En revanche, s'il y a effectivement quelqu'un un groupe représentatif, eh ben je pense que ça peut inciter l'intérieur à dire voilà, nous ne sommes pas oubliés, nous avons une caisse de résonance, il y a des Russes qui pensent à l'avenir de la Russie, pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble, et peut-être que ce serait un moyen de voir l'avenir.